France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. À la une, cette semaine, le cri d'alarme des éleveurs martiniquais. À cause de la sécheresse, les troupeaux sont en danger de mort. On en parle dans cette édition. Plus un brin d'herbe dans les prés de la Martinique. Cela a des effets visibles sur le poids des bêtes. Les vaches, notamment, sont en grande souffrance et leur survie est aujourd'hui un sujet préoccupant. À Sainte-Anne et au Vauclin, le reportage d'Irène Emonide et Jean-Marc Kenenga. Gigi n'en peut plus. Une vache d'une douzaine d'années, visiblement très fatiguée. Elle n'a pas la force de se lever. Nous sommes sur une exploitation familiale quartier Crève-Cœur à Sainte-Anne. Nous avons perdu sur notre exploitation environ 13 bêtes depuis mars. Et aujourd'hui, on peut constater qu'on a peut-être une bête de plus qui risque d'y passer. Donc on est sous 13, peut-être 14. On verra à la fin de la semaine si celle qu'on voit en face survit. Il fait chaud, très chaud, 35 degrés hier, et ce n'est pas mieux aujourd'hui. Il est à peine 10 heures. Depuis plusieurs semaines, pas de pluie, donc pas d'herbe. Un mois d'août qui démarre très mal. Il y a pas mal de restrictions sur ces dernières semaines. On s'entraide avec des maraîchers qui, des fois, peuvent nous aider en nous donnant de la bagasse, des melons, des fois. On ne sait plus quoi faire, on essaie de trouver des solutions, mais ça reste encore très difficile. Ici au Vauclin, 240 têtes. Des bêtes qui donnent des signes de faiblesse également. Et la même inquiétude pour les éleveurs. C'est pas facile tous les jours, puisqu'on essaie de donner à manger correctement, mais c'est pas vraiment l'idéal, l'aliment qu'on a. Certains éleveurs ont envoyé des animaux en boucherie avant cette période, mais beaucoup ne pensaient pas que cette période de sécheresse allait autant durer. Et pas de pluie significative annoncée pour cette semaine. Dans l'actualité, également ce drame à Mayotte. 2 femmes décédées dans le chavirage d'un bateau de plaisance. Une enfant transférée à l'hôpital est toujours dans le coma. L'embarcation transportait 17 membres d'une même famille partis en bivouac sur une île voisine. Tous les rescapés sont sous le choc. Les circonstances de cet accident mortel restent encore à déterminer. Et à Mayotte, toujours, les coupures d'eau continuent de rythmer le quotidien des habitants. Conséquence, certains secteurs professionnels sont particulièrement en difficulté. Exemple chez 2 entrepreneurs dans ce reportage signé Hakim Ali Saïd et Abal Kassim Aben. De l'air sous pression pour évacuer le maximum de poussière et de déchets. À la tête d'une petite entreprise de nettoyage de véhicules, Soula subit de plein fouet les conséquences des coupures d'eau de 72 heures à Mayotte. La crise de l'eau est pour lui synonyme de baisse drastique d'activité et donc de trésorerie. On est là, on fait avec des nettoyages à sec. On a des stands d'eau, mais ça ne suffit pas. Du coup, la clientèle a tellement baissé. On était à 15 voitures, à 16. Et là, on est à 7 voitures au maxi. Dans son salon de coiffure où la qualité de l'hygiène doit être irréprochable, Abdou a aussi vu sa clientèle baisser et son coût d'exploitation augmenter. Il lui faut plus de produits spéciaux pour nettoyer ses instruments de travail. Abdou est également désormais contraint de fermer constamment ses toilettes. Pour un salon de coiffure, l'eau, ce n'est pas un confort, mais c'est un outil de travail indispensable. Du coup, sans l'eau, nous ne pouvons pas travailler dans les bonnes conditions et nous ne pouvons pas respecter les règlements d'hygiène. La viabilité de nombreuses petites entreprises est aujourd'hui un sujet majeur, d'autant que cette crise de l'eau à Mayotte risque de durer quelques années encore. Soula et Abdou réfléchissent chacun de son côté à comment réduire les impacts de cette crise sur leur activité. Investir dans plus de capacités de stockage d'eau leur paraît inéluctable. Encore faut-il qu'ils puissent réunir le financement en cette période de baisse d'activité.
Alors qu'en ce moment, plusieurs pompiers d'outre-mer sont venus dans l'Hexagone pour aider à combattre les incendies, la relève se prépare déjà à plusieurs milliers de kilomètres. En Nouvelle-Calédonie, les jeunes du RSMA, le régiment du service militaire adapté, apprennent les bons gestes pour contenir un feu. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nathan Poaouteta et Brice Bachon. Allez, petit pas, on prend un peu un bout de clou dans la main. Il est à peine plus de 7 h du matin sur les hauteurs de crête de l'extrême nord. Ils sont une trentaine de volontaires à progresser sur 400 mètres de dénivelé. Aujourd'hui a lieu la dernière épreuve qualifiante pour ces 30 volontaires stagiaires du régiment du service militaire adapté. Ouvrir la vanne pour mettre la pression à l'établissement. Bien reçu. Donc là, on est actuellement en formation d'équipiers feu de forêt. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de leur montrer une des manœuvres qui est l'établissement de lance à plus de 440 mètres. Donc on a réalisé un établissement de plus de 500 mètres de long. Les corps sont ici mis à rude épreuve. Grimper sur une piste instable, plus de 40 kilos sur le dos et établir un front contre le feu. Dans la section, ils sont deux à vouloir s'engager durablement à Koumak. J'aime bien comme c'est physique, c'est net, ça peut être en condition tout ça. J'étais pompier volontaire auparavant et j'ai arrêté un certain laps de temps. Du coup, là, je récupère tous mes diplômes en repassant toutes mes qualifs. Se former à proximité et offrir des débouchés aux jeunes. Depuis 2015, près de 300 volontaires stagiaires sont passés par la filière sapeurs-pompiers volontaires du RSMA. Un succès. Entre 2023 et 2026, il faut savoir que les équipes de sapeurs-pompiers volontaires que vous avez pu voir sont intervenues à plus d'une vingtaine de reprises lors des feux de brousse dans la province Nord. L'ambition aussi, c'est de former des jeunes aux conditions réelles d'exercice. Au bout de leur formation, c'est le terrain qui les attend. Direction la Martinique d'abord avec cette image des plages paradisiaques, mais des montagnes de déchets en cause des fêtes non autorisées après le Tour des Yoles. Cette course en bateau est une grande fête populaire sur cette île et avec elle son lot d'incivilités. Ces déchets ont des conséquences désastreuses pour l'écosystème, notamment pour la ponte des tortues vertes, une espèce menacée d'extinction. Et lui est peut-être la bonne idée pour préserver la mer de la pollution. Monsieur Turbino, ce n'est pas un homme, mais un robot aspirateur qui nettoie les fonds marins. Son inventeur espagnol est actuellement en Martinique et vous allez le voir, son petit appareil séduit déjà les équipes du Parc naturel régional de l'île. Le reportage de Florian Amblard. Il s'appelle Monsieur Turbino. L'engin est capable de collecter 27 litres de déchets en une sortie. Son inventeur espagnol a voulu s'attaquer aux déchets posés sur les fonds marins. On va les collecter d'une façon très douce avec un système d'aspiration généré pour l'air. On va injecter de l'air ici. Ça va accélérer l'intérieur, la vitesse de l'eau et tous les déchets vont rentrer dans cette filet. Mais la particularité de Monsieur Turbino, c'est qu'il collecte des déchets qui se sont désagrégés. Les deux personnels formés sont en action. Cette lingette que vous n'auriez pu ramasser à la main, l'appareil crée un tourbillon et elle est aspirée. La récolte est un succès. Il y a des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des lingettes, du papier, des sacs plastiques qui étaient en train de se désagréger. 4 kilos de déchets en plastique, il faut s'imaginer que c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ça en fait. Parfois on les prenait à la main, on mettait dans le sac. C'est ça. Les bouteilles plastiques. Après cette prise en main, l'inventeur va mettre Monsieur Turbino à disposition du Parc naturel régional jusqu'en octobre, avant une possible acquisition de l'appareil. Le but, c'est de nous former justement à l'utilisation de Monsieur Turbino, à l'utilisation également de l'application Monsieur Turbino, qui est une application à l'échelle nationale qui permet justement de recenser toutes les collectes qui sont faites dans l'Hexagone, dans les Outre-mer, sachant qu'en Martinique, c'était le premier site pilote justement à déployer Monsieur Turbino en Outre-mer. Et donc, on pourra réaliser des protocoles et régulièrement faire des campagnes de collecte et pouvoir, à l'année, pouvoir analyser le type de déchets, les zones où il y a des déchets et de pouvoir justement travailler à la réduction justement de ces déchets, de ces pollutions marines. De son côté, l'inventeur voit plus loin. Objectif, continuer de déployer son appareil et son application afin de mieux comprendre les arrivées de plastique au fond de l'eau
et trouver des solutions. Allez, on vous emmène à présent à la découverte du Sampula, tambour traditionnel des Kalinia, l'un des 6 peuples autochtones de la Guyane. Chaque année, à Awala Yalimapo, une nuit spéciale lui est spécialement consacrée. Un temps fort qui ravit les participants et les observateurs de plus en plus nombreux. Parmi eux, Pierre Tréfou et Océane Daconia. Le samboula était utilisé auparavant pour les cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, il permet surtout de rassembler les gens. Sampula, ça veut dire que c'est un instrument de musique qui peut nous donner la joie de danser. Cet instrument nous appartient et aujourd'hui sa pratique a été modernisée. On ne l'utilise plus que pour les cérémonies. Les vibrations de la peau tendue sur le bois du samboula résonnent sous le carbet. Une véritable synergie s'installe dans le public. Je fais pas souvent ça, mais c'est vrai que j'ai été entraînée par les autres. On a bougé ensemble et petit à petit on prend le rythme, même si je suis un peu mauvaise, les autres ils sont sympas, donc ils prennent en compte que je suis nulle. Ça donne une impression d'appartenance et de communauté ensemble. On a l'impression d'être soudés, c'est agréable. Cette 14e nuit du samboula marque aussi le début des journées des peuples autochtones. Un moment de partage, oui, mais surtout un moment de réflexion pour ces communautés, pour la survie de leur culture, mais aussi de leur terre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr et france24.com. Nous, on se quitte avec ces images de voiles traditionnelles sur le beau lagon de Wallis. Je vous laisse admirer et je vous souhaite un très bon week-end.